Bonjour à toutes et à tous. On vous remercie d'être présents. Je sais que c'est durant la pause déj. Ce n'est pas le créneau le plus simple pour mobiliser les participants. On voulait aujourd'hui, suite à une conférence ce matin qui s'est tenue à la salle Gaz Vert sur les projets de production de biométhane en injection, on voulait justement vous partager un autre usage du gaz de synthèse et une autre voie de valorisation qui est la valorisation directe. Petite zapette. La valorisation directe, notamment dans des procédés industriels pour des applications de chaleur haute température. J'espère que vous m'entendez tous, même au fond de la salle. Donc avant de partir plus loin, je me présente et je présente ma structure. Donc je fais partie de l'AT2E, qui est l'association technique pour l'énergie et l'environnement. Donc au sein de cette association, il y a le club pyrogazéification. Donc il a été fondé en 2014 et ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que les différents acteurs, à peu près une centaine d'entreprises, dont certains sont parmi nous et c'est les pionniers qui ont créé le club, œuvrent pour promouvoir les projets de pyrogazéification en France. Donc on travaille sur différentes thématiques, à la fois sur la production du gaz de synthèse, sur la valorisation également des coproduits, biochar, CO2, et on représente les acteurs en France dans les instances européennes et également au sein du groupe de travail de l'Agence internationale de l'énergie. Donc je me présente, donc c'est Shourouk Naitsadi, donc je suis la déléguée du club pyrogazéification de la T2E. Alors, pourquoi on est ici aujourd'hui? Donc de quoi nous voulons parler? Donc, il y a quand même un contexte de décarbonation de l'industrie qui a pris de plus en plus d'ampleur. Il y a un besoin aujourd'hui au sein des industriels et également au sein de l'État pour décarboner, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'industrie représente à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre et également 20% de la consommation énergétique globale du pays. Et quand on dit consommation énergétique, on a à peu près un tiers d'électricité, un tiers de gaz naturel et un tiers également d'autres combustibles fossiles. Donc pour pouvoir aider l'industrie à se décarboner, il y a plusieurs leviers, plusieurs solutions. Donc notamment, ce qu'on peut citer, c'est la première chose, c'est l'optimisation et la performance énergétique. La deuxième, c'est développer des technologies, des processus pour réduire l'impact environnemental, donc, et également changer en tout cas les vecteurs énergétiques, électrification, l'utilisation de la biomasse, la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui présents à la salle biomasse. Également, certains pourront se décarboner en utilisant de l'hydrogène. Et d'autres leviers, notamment, sont liés au changement, en tout cas, de l'usage des matières premières et également de la valorisation et du captage et de la valorisation du CO2 quand c'est possible. Donc ces différents leviers font que l'industriel aujourd'hui est à la recherche d'une solution, la solution la plus pérenne, la plus simple, la plus rentable également pour s'en procéder et qui engendre le moindre impact en tout cas par rapport à sa qualité et sa performance de produit. Et aujourd'hui, justement, pour certains usages, la filière pyrogazéification a quand même proposé des solutions qui leur permettent de faire face à cette problématique et de répondre à leurs objectifs, un objectif très ambitieux en tout cas, au niveau français, au niveau européen, c'est de réduire les consommations du secteur industriel, de les diviser par 2 d'ici 2030. C'est la raison pour laquelle la feuille de route de certains industriels peut être un peu impressionnante et un peu optimiste. Donc, qu'est-ce que la pyrogazéification, en tout cas en termes de technologie? Qu'est-ce que ça peut apporter? Qu'est-ce que ça présente? Donc la pyrogazéification, c'est un procédé de conversion thermique de différents types de biomasse. Donc on parle de déchets d'agriculture, on parle de biomasse lignocellulosique, on parle également de déchets carbonés non recyclables qui peuvent être valorisés à haute température, soit par pyrolyse ou par gazéification, pour produire ce qu'on appelle un gaz de synthèse. Donc ce gaz de synthèse est composé de CO, d'hydrogène, de méthane et de très peu également de très peu de méthane et de CO2. Et derrière, pour certaines configurations technologiques, on peut également produire ce qu'on appelle un biochar, donc c'est un coproduit de ce procédé. Ce gaz de synthèse, comme on l'appelle, peut être valorisé sous différentes formes, donc c'est un gaz de synthèse. Aujourd'hui, la forme la plus simple, c'est la valorisation directe, donc l'épurer, le traiter, après une brique de traitement, on peut l'utiliser directement dans l'industrie. Je ne peux pas utiliser un pointeur, je ne sais pas. Voilà. Donc on peut directement l'utiliser, pardon,
l'utiliser dans l'industrie via la voie directe, ou tout simplement faire des procédés de synthèse, type procédé pour la production de biométhane, procédé pour la production également de biocarburants, etc. Aujourd'hui, on va faire plutôt un focus sur l'usage direct et sur cette valorisation de gaz de synthèse. Le deuxième point qui est très intéressant par rapport à cette technologie, c'est également la possibilité de traiter différentes matières premières. Donc la gazéification peut justement adresser tout ce qui est biomasse propre et sèche, et également de la biomasse déchets, type bois B et bois pollué, mais également des déchets non carbonés, donc on appelle également combustibles solides de récupération, ou tout simplement des plastiques non recyclables. Ceci dit, donc, du moment où la technologie peut adresser différents types d'intrants, peut produire un gaz de synthèse qui peut être valorisé dans l'industrie, quels sont les usages industriels qui peuvent être pertinents, en tout cas pour cette valorisation de gaz de synthèse. Donc, on appelle aujourd'hui une configuration plutôt de valorisation à une chaleur haute température pour les procédés qu'on appelle des procédés dits hard to abate. Donc parmi ces procédés, on peut retrouver justement les fours à chaud, on peut retrouver justement la production des briques, de l'acier, de l'aluminium, du verre également. Et aujourd'hui justement, nous allons vous partager en tout cas quelques applications industrielles sur des projets à la fois européens et de projets français en cours de développement pour cet usage. Les technologies sur le marché peuvent être très variées, donc c'est une liste non exhaustive pour quelques technologies que vous retrouvez. Ce n'est pas forcément des solutions et des technologies françaises, mais des technologies présentes sur le marché français. Derrière, aujourd'hui, nous avons par exemple la technologie de Spanner, de Sherwood Energy, qui vont également présenter leurs solutions. Quels sont les défis, en tout cas, les attentes? Et quand on parle aujourd'hui d'un usage direct dans l'industrie, quelle est la différence, en tout cas, avec un usage classique type cogénération, qui est plutôt l'usage le plus répandu également pour la gazéification dans les autres pays européens? Donc sur la chaleur industrielle, on peut dire que justement, c'est bien d'avoir une vente directe de ce gaz de synthèse par un industriel. Il y a des faibles capex comparativement à des projets de synthèse également. Ce qu'il faut également, c'est préparer un contrat d'approvisionnement à long terme pour ce gaz de synthèse, donc l'off-taker du gaz de synthèse, et également avoir un dispositif de soutien permettant d'accompagner l'industriel. Les freins aujourd'hui, c'est plutôt la nécessité de s'installer près d'un industriel pour pouvoir valoriser ce gaz de synthèse. Et également, comme tous les projets de pyrogazéification à date, il y a un contexte plutôt réglementaire. Donc on parle d'une réglementation adaptée, d'une facilité des ICPE au niveau des DREAL, au niveau des DGPR pour instruire ces dossiers de projets de pyrogazéification. Ce que je voulais dire également par rapport à tout ce qui est cogénération. Donc aujourd'hui, en tout cas en France, parce que certains, quand on parle d'usage direct, vont plutôt avoir tendance à évoquer l'usage cogénération. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, il y a eu la fin des contrats creux depuis 2018 pour le soutien étatique, en tout cas, à cet usage. Et également, aujourd'hui, il y a la difficulté aussi à mettre en place des contrats à long terme, vu justement qu'il n'y a pas d'off-taker, il n'y a pas de soutien et de rachat d'électricité pour cet usage. Et en tout cas, ce qui est le plus pertinent pour la pyrogazéification, c'est justement de valoriser la biomasse là où on a vraiment du mal à retrouver un autre usage molécule plutôt qu'un usage électrique où justement on peut tout simplement électrifier ou on peut avoir recours au réseau déjà existant. Concernant les mécanismes de soutien, et la raison pour laquelle l'année dernière nous avons justement eu une conférence à cette même salle, à ce même créneau sur l'usage direct, c'est qu'il y avait justement l'appel à projet décarbonation de l'industrie qui a justement été ouvert au projet de pyrogazéification en 2024. Donc c'était la deuxième édition de Décarb 1 de cet appel à projet, mais la première fois que l'appel à projet soit éligible au projet de pyrogazéification. Cette année, la nouvelle édition, à date, le cahier des charges n'est pas ouvert à cette technologie. Il y a encore des discussions avec l'État, donc on voit qu'ils sont
sont encore en train de se chercher, de voir est-ce qu'il faut pérenniser ce mécanisme, etc. Donc on fait quand même, il faut dire qu'il y a quand même un besoin de pérenniser ces mécanismes de soutien, comme on a pu le voir en tout cas ce matin par exemple avec les Pays-Bas, avec un mécanisme de soutien à la filière gazéification qui est pérennisé sur 4 ou 5 ans, afin d'accompagner tout type de technologie de gazéification pour tout type de valorisation de gaz de synthèse. Et ça, justement, ça peut aider à promouvoir et à faciliter la mise en place de ces projets. Donc aujourd'hui, en tout cas cette année, en 2025, nous n'avons pas encore de visibilité sur tout autre type de mécanisme de soutien pour la décarbonation de l'industrie par pyrogazéification. Et pour finir, en tout cas, je voulais partager avec vous cette étude ou cette cartographie de l'EBA, donc European Biomethane Association. Donc il y a un travail au niveau européen qui a été mené pour caractériser ou pour identifier en tout cas les projets en développement et quelques installations de gazéification en Europe. Donc on voit qu'il y a différents types de valorisation de ce gaz de synthèse, différents projets qui émergent en fonction du besoin, à la fois de l'industrie ou de d'autres usages. Et aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'est pas les seuls à vouloir promouvoir et à vouloir en tout cas accompagner le développement de ces projets en France. Également, d'autres pays s'intéressent et d'autres pays sont en train de lancer leur première installation et leur premier projet industriel. Donc c'est une transition en tout cas pour introduire Nicolas qui va nous présenter la technologie de Meva Energy, donc une technologie suédoise avec également une première installation en service et en fonctionnement en Suède pour la décarbonation de la papeterie aussi de Sofidel. Je ne sais pas si Nicolas va l'évoquer. Et juste après, nous aurons justement la présentation de Adrien qui va nous parler également de la solution de Sherwood Energy et l'accompagnement de Sherwood auprès d'autres industriels pour décarboner des usages en France. Et on va finir avec Yannick qui va nous évoquer les différentes possibilités, les différents projets potentiellement et les solutions qui peuvent s'offrir à des industriels en utilisant le gaz de synthèse. Donc je passe la parole à Nicolas. Merci. If you want, you can just, Perfect. It works? No? It does not? Now it works. Thank you. What an excellent introduction. Thank you so much, Shuruk, for this, and thank you, Bio360, for having me here. My name is Niklas Davidsson, and I am the Managing Director of Meva Energy. We are a Sweden-based, research-based company doing biomass gasification in industrial scale. We are focused on relatively large-scale direct use applications, but we are also interested in CHP applications. We have actually projects within both of those two sectors. We do not have any presence in France. We have projects in Sweden and in Poland, but we are interested in the French market as well. So one reason for me being here is also to explore any potential opportunity in France. So in case you represent any company that has a local presence here, feel free to contact me afterwards and we can discuss any opportunity. All right, let's see if it works now. No, that was not the right, was it? Here we go. Okay, so just some basics, and this is maybe something that you know already, because I understand that you are quite a skilled audience here, given the introduction from Shuruk. So, stepping back a little bit, talking about methane. What is methane really? Well, it is the world's most widely used energy carrying molecule, and a lot of the efforts in this event as of today is about producing biomethane. It's about, you know, effectively replacing natural gas in the pipe systems of Europe. So the conclusion seems to be that we desperately need more renewable biomethane in order to run our factories, our homes, warm our homes, and basically to make society work. Not only for sustainability reasons, but also more clearly now for the pure issue of security of supply and geopolitics, right? Because most countries in Europe, they import natural gas. They don't have their own resources. So the question seems to be, we need more methane. But then, if I may provoke you a little bit,
I really ask you, do we really need more methane? Is that really what it's all about? Maybe not. So, stepping back here into what types of organic carbon that is available, considering cellulose as the most widely abundant carbon molecule on the Earth, and it has a completely different structure than methane. You saw how simple methane is. It's one carbon, four hydrogen, right? But a cellulose molecule is much more complex. So let's devote ourselves to chemistry here a little bit. The challenge for any technology dealing with pyrogasification is to divide this very complex molecule into gaseous form. You need to do it at minimal cost, and you need to do it without any energy loss, maintaining primary energy in the output. That seems to be the challenge again. But really, is it? No. I would say that the challenge is to produce a gas that can replace biomethane, that can do the same job as biomethane at the lowest cost possible. And that is not necessarily biomethane production. What effectively we need to strive for is the production of a renewable biogas that obviously is in gaseous form, that burns efficiently, that meets the emission requirements of the factories, in particular the NOx and particle requirements, and to do that at a low cost. And that is really what we are setting out to do at MEAV Energy. And it means basically that we have facilitated and simplified our process in order to produce direct raw syngas at the lowest possible cost. That is the challenge for us. This also means that there are some consequences in its usage, some limitations in its usage. We do not intend to inject this gas into the gas grid. It would be possible to dilute the existing gas a little bit with this type of raw syngas, but the gas grid operators, they are not very fond of that idea, and there is not really maturity in the industry to consider such a thing, which we recognize. So we are basically here to produce direct, simple syngas for direct, decentralized use by industry. That means non-grid injection, but effectively having the plants directly within the premises of the industrial customer, which is something else. So very decentralized approach here. So how do we do it? Well, this is the process. It's referred to as an entrained flow gasification process. It's a very fast process, and the reason why it's fast is that the feedstock size is small. So there is one condition here. We cannot operate directly with large pieces of wood or ungrinded pellets. We need to have the feedstock in fine fraction format, which means particle size of 1 to maximum 2 millimeters. We pre-mix the biomass feedstock with air, and then we inject that mixture at a very high rate into the hot gasification vessel, which is really a pretty simple device. It's obviously a refractory lined steel vessel, and what happens inside, since it is preheated, is that you have two things happening exactly at the same time. You have conversion of the biomass to biogas, or to a mixture of the gas components that Shuruk mentioned here, being carbon monoxide, hydrogen, and methane particularly. And at the same time, you have separation of the remaining solids, forming biochar. So the centrifugal force that is created by means of injecting the air biomass mix at a rapid speed means that the biochar ends up towards the wall and eventually ends up in the bottom part of the vessel, and is being ejected by means of a biochar screw. So we actually post-treat the biochar a little bit afterwards to make sure that we get rid of the volatiles in the biochar as well. So there are two revenue streams here: the biogas production and the biochar production. As for the biogas, when it exits, it's hot. So we need to cool it for those applications that are sensitive to hot gas. And this is maybe something new for many of you here. Conventionally, syngas is always cooled. You need to cool it in order to feed it to an internal combustion engine in order to produce
combined heat and power, but you actually do not need to cool it for every application. So one of the applications we have is what we refer to as hot gas. Then we actually supply the gas directly at a high temperature to an industrial oven, directly replacing natural gas. And that's a very interesting application as we maintain so much of the primary energy in the supplied syngas coming to use at the customer site. But nevertheless, in other contexts, we need to cool the gas. So post the biomass gasification reactor, there is a cooling system, there is a gas cleaning system. We apply water-based cooling and cleaning, and it is a relatively rough process. We don't mean to produce a very pure gas. It needs to be pure enough for its purpose. That particular phrase is important for us. Good enough for its purpose. We do not mean to make things better than what is needed. All right. So in terms of, maybe the company, some more details about that. Not so many companies are doing entrained flow gasification. We are basically the only company doing entrained flow gasification in Europe, as we know at least. We have been growing quite a lot lately. We are today 45 people based in Gothenburg, West Sweden. We have one plant up and running so far, one commercial plant that is located with a tissue paper mill. In that context, we are producing cold biogas. We are cooling it, we are cleaning it, and we are making it able for the tissue paper mill to replace the existing consumption of LPG in a multi-fuel burner application. The second project is with IKEA industry in Poland, where we use the residue from the furniture production to produce CHP. And the third, very recently signed project is with a copper melting plant producing, obviously, copper wire, replacing natural gas, grid natural gas in southern Sweden. That has just been signed, and it will be built next year. Based on R&D, we have done kind of the long journey as an innovation company, going through the steps of lab trials, pilot tests, and full-scale trials. This is a very difficult business. The operational window of biomass gasification is narrow. You need to hit the spot in terms of temperature and condensation ranges and pressure and flows in all parts of the system. So it's been a long story for us, that part of the technology development. Well financed as of now. Just Climate made an investment of 30 million euros in MEAV Energy 2 years ago. Just Climate being a relatively well-known impact fund headed by former Vice President Al Gore. And it was the biggest investment in a Sweden-based bioenergy technology company ever. So that was very much a milestone for us. Right. A nice picture of the first plant at the Soffedal tissue paper site in Sweden. It was inaugurated last year. The first year of operation so far, we have had a maximum uptime of about 60%. We mean to have an uptime of about 85% by the end of this year. So obviously this is still the first year of running it. You have to take care of some issues always in the beginning, but it looks fine for us. And here's a little bit of an overview of the existing projects we have. So the first one is, again, the Soffedal project, the tissue paper mill project, replacing LPG. Second is with IKEA in Poland, utilizing MDF and plywood dust as feedstock, which is a very nice circular application, of course, where we have access to the feedstock on the same site where we also produce the gas. And that gas is then being converted to power in a set of gensets. And the last one being the Elcowire case signed late last year, which is a very straightforward hot gas case where we are intending to replace an existing consumption of natural gas for a copper melting plant. The interesting thing here to note is that metallurgy and mineral production, they are quite rough applications. They do not have any demand for high quality gas. They can accept gas of a relatively chemically
from a chemical perspective, pure, unclean gas. And that is also what enables us to make ends meet in terms of costs. Otherwise, we wouldn't be able to do it for the Alcoa case. Yeah, I think that more or less summarizes it. Yeah, this one last slide. Everybody should know this. Talking about green energy and biofuel. Not all green energies are the same in terms of carbon footprint. You need to do the details here. You need to carry out detailed LCA analysis and life cycle assessment analysis, that is, and to understand where you are in terms of carbon footprint. So given that we have a high level of efficiency and given that we can utilize the biochar production also as a carbon sink, then we're able to get into negative territory here, having carbon footprint below 0. Yeah, I think that's the overview presentation from my side. Thank you, Niklas. So I'll be happy to take any questions maybe later on. No, if you have any question. Est-ce que vous avez des questions? Okay. Si oui, levez la main. Yeah, thank you for the presentation. Just had a question on the last slide regarding the LCA. Yeah. How detailed is it? And if you're considering the sequestration of the biochar, yeah. What I understand is the biochar from gasification is usually low quality. So maybe it doesn't stay permanent for, I don't know, 100 years, 50 years. Can you just maybe precise a little bit your LCA, just to give more details on the LCA? There are so many details in an LCA study, but so there are two ways to do an LCA, life cycle assessment. Either you do it according to the Renewable Energy Directive, or you do it according to the ISO standard. We are applying both methods, but they are a bit different in terms of scope. How much of for instance, the carbon footprint of the equipment as such should be counted in, and so on. But we allow third parties to do it and to control the calculations that we're doing. As for the biochar, you're right that relatively low quality biochar has a lower stability if you put it into the soil, for instance. And you might remember when I showed that picture of the gasifier that the temperature indicator there is 1,000 degrees. So that's a high temperature considering biomass gasification. And what happens when you gasify something, when you gasify a carbonaceous compound at high temperature, is that you have a very solid biochar. There are no volatiles left, and the solid structure is strong. And that means stability. So very generally speaking, all types of high temperature biochars are very stable. And then there are researchers that are, I'm not one of them, of course, but there are researchers that are, at a regular interval presenting cases on how stable it really is. The most recent one that I heard of, which also was presented by the European Biochar Institute, I think about a year ago now, indicated that biochar is in fact extremely stable if it has been produced at high temperature. And then we talk about thousands of years. They talk about geological lifespans. That's the phrase they use there, geological lifespans. Yeah, of course we trust that data, so that's the basis of that claim. Yeah. Another question? Yeah, hello, thank you for the presentation. What is the added value of gasification of the wood powder? Sorry, yes, thanks. Yeah. Yeah, for the drying application, what is the added value of gasifying then burning the syngas compared to direct combustion? Thank you. Yeah, that's a good question. Well, it depends on what you need and what you want. In many use cases, you simply just want hot water. And then direct combustion of biomass is, I guess, preferred in most cases. I'm saying in most cases because also in that case, the amount of particles from direct combustion is normally higher than from gasification. But maybe that's more on the side note. But in all of these cases, these customers, they need gas. They do not need hot water. They do not need
just a hot air stream. And you wouldn't be able to dry tissue paper just by supplying an exhaust gas from direct combustion onto a tissue paper trail, because then you would waste the paper. You would have soot and you would have contaminants on top of it. So all types of direct gas burning is always cleaner in terms of flame products than direct combustion processes. Yeah. S'il n'y a pas d'autres questions, thank you so much, very much, Nicolas, for this presentation and for the exhaustive overview of your technology and your development. On va passer à la deuxième présentation avec Adrien. Merci, Adrien. Je vérifie ton micro, sinon tu peux. Non, normalement ça doit fonctionner. Bonjour à tous, merci de votre présence. Donc Adrien Allaire, je suis le fondateur de Charwood Energy. On va vous parler d'un cas d'étude sur lequel on est en train de travailler pour produire du gaz de synthèse, pour substituer du gaz naturel dans un four verrier. C'est quel bouton ? Voilà, alors donc Charwood Energy, on existe depuis bientôt 2 décennies. Notre métier c'est de transformer des biomasses en énergie, donc des biomasses au sens large en énergie au sens large. Et on va faire un focus sur la gazéification qui est une des solutions techniques qu'on déploie. La gazéification, comme on l'a dit, ça nous permet de produire du gaz renouvelable, donc, qui est un syngaz. Hein. Ce n'est pas du biogaz, c'est un mélange, comme l'a dit Shuruk, de CO, de CO2, d'H2, de CH4, potentiellement d'azote. Ce syngaz-là, on va pouvoir l'utiliser dans différentes applications. Vous voyez que notre métier, c'est de transformer des biomasses en énergie, donc aussi bien des gaz verts que de l'électricité et de la chaleur. Comme coproduit, on a du biochar et évidemment, on adresse nos offres aux industriels et aux collectivités locales, ainsi qu'aux agriculteurs. Le groupe est structuré avec plusieurs entités. Charwood Innovation qui s'occupe, comme son nom l'indique, de l'innovation autour de la pyrogazéification et puis des briques technologiques qui vont autour de ces solutions-là. Donc demain, la méthanation, l'épuration pour aller vers l'H2, méthanolation, tout ce qu'on a évoqué sur les molécules d'intérêt. W Energy, qui est une filiale qu'on détient avec le fonds Eiffel Gaz Vert, qui nous permet de financer les actifs et donc de vendre de l'énergie au travers de contrats long terme au lieu de vendre un actif. Et puis Énergie et Plus, qui est la filiale historique qui, elle, conçoit, construit, exploite, la filiale, je dirais, plus opérationnelle du groupe. On est actif principalement dans l'Ouest, puisqu'on a la chance d'être basé en Bretagne, mais pas que. On est allé se promener un petit peu partout en France, et puis même un petit peu plus loin en Afrique pour faire de l'électricité avec justement de la pyrogazéification et un moteur derrière. La pyrogazéification, c'est une technologie qui existe depuis bien longtemps. Hein. On parle de gaz naturel en opposition au gaz manufacturé, qui était à l'époque de la gazéification de charbon. Donc ce n'est pas une technologie qui est ni nouvelle ni révolutionnaire, elle reprend de l'intérêt aujourd'hui avec la volonté de décarboner et de gagner en autonomie énergétique au niveau des pays. Donc là, vous avez une vue 3D du site qu'on a fait au Congo et qui nous permet de produire de l'électricité et de la chaleur à partir en l'occurrence, de déchets de bois d'EVA, de culture d'EVA qui était en fin de vie. Shuruk nous l'a expliqué, mais on va revenir un petit peu sur comment fonctionne la gazéification. Donc, on a un combustible solide des chaînes carbonées longues qu'on va transformer en un gaz de synthèse. Donc, on a toujours différentes phases, séchage, pyrolyse, l'oxydation et la réduction. Tout ça nous permet de transformer un solide en un gaz. On aura aussi comme coproduit, on en parlait tout à l'heure, du biochar, avec des biochars, hein, autant de qualité de biochar que de qualité d'intrants et que de technologie de transformation. Tous les biochars ne sont pas équivalents. Une fois qu'on a produit ce syngaz, on a différentes options qui s'ouvrent à nous. Soit on va aller produire de façon assez basique de l'électricité par cogénération, donc on fait tourner un moteur au gaz avec du gaz de synthèse. Soit, comme on le disait, dans des procédés industriels en combustion directe. Donc pour rebondir sur la question qu'on avait tout à l'heure, pourquoi passer par le syngaz ? Il y a certains procédés qui ne peuvent pas se permettre d'utiliser de la vapeur ou de l'eau chaude ou de l'huile thermique et qui ont besoin de la flamme directe. La cuisson de terre cuite, le verre, les métallurgies, le ciment, enfin il y a beaucoup de technos qui ont besoin d'avoir de la haute température et de la flamme directe. Et puis
Demain, on va aller vers éventuellement de l'hydrogène, certainement du biométhane de synthèse à partir de syngaz, les carburants aéronautiques, les méthanols de synthèse. Enfin voilà, tout ça, ce sont les voies de valorisation de ce syngaz qui est une brique élémentaire pour aller plus loin. Les débouchés, bah, comme on disait, toutes les cuissons haute température, donc les minéraux, la terre cuite, les engrais, le ciment, la fusion, soit de verre, soit de métaux. On peut aller faire de l'électricité, comme on disait, avec de la cogénération. Et puis demain, la mobilité ou le méthane de synthèse qu'on va réinjecter dans le réseau. Voilà, nous, on vise des sites d'une puissance de quelques mégawatts à 5, 7, 10 mégawatts. L'idée, c'est de venir à côté de l'industriel, de construire un site et de produire tout ou partie de ses besoins en énergie en produisant du gaz de synthèse. Ce gaz, comme le disait le monsieur de chez Meva, il peut avoir un impact carbone même négatif si on séquestre le carbone contenu dans le biochar, puisque au final on a pris du carbone dans l'atmosphère pour le mettre dans la plante, et puis ensuite on va en avoir transformé une partie en énergie et une partie en carbone minéralisé qu'on va pouvoir séquestrer. Notre projet avec Veralia, c'est de décarboner une partie de leurs besoins en syngaz. Donc Veralia, c'est un des leaders européens et mondiaux de la production d'emballage en verre. 35 usines, 12 pays, des milliards de bouteilles par an, et donc du coup une consommation de gaz pharaonique, hein, vous imaginez bien, le métier d'un verrier, c'est de prendre du sable ou du calcin et de le fondre pour en faire du verre, donc ça consomme énormément d'énergie. Ils ont des objectifs de décarbonation, comme le disait Chourouk, qui sont extrêmement ambitieux, et avec un pas de temps pour les mettre en œuvre qui est assez court. Donc voilà, ils veulent décarboner leur production de verre. Et pour ça, on va construire un site qui va produire du gaz de synthèse enrichi. Donc quand on dit enrichi, c'est plutôt appauvri en azote. On va essayer de faire une gazéification sans air. Donc de l'ordre de 30 gigawattheures par an, un combustible, tout ce qu'il y a de plus standard, hein, c'est de la plaquette forestière qu'on va nous-mêmes sur le site ramener à la bonne granulométrie et à la bonne humidité. Ça consomme à peu près 8000 tonnes de biomasse par an. Comme tous les plans d'appro, on essaye de faire ça dans un rayon kilométrique assez restreint autour du site de production. L'intérêt pour eux, c'est que ça va abattre à peu près 6000 tonnes par an de CO2. Donc nous, on a fait une ACV où on arrive à 84,5% de décarbonation par rapport à du gaz naturel. Et ça, c'est sans tenir compte de l'utilisation du biochar. Aujourd'hui, on considère que le biochar n'est pas séquestrant, parce qu'on ne sait pas encore comment il va être remis à la terre, ou enfin voilà, comment on va séquestrer avec ça. Donc on ne tient pas compte du biochar, et sans tenir compte du biochar, on arrive déjà à abattre de 85%. Et on tient à remercier l'ADEME et la région Nouvelle-Aquitaine qui nous ont tous les deux accordé des subventions pour ce projet. Ça va créer 5 emplois sur le site de Cognac directement, et puis ça va en créer d'autres de façon induite pour l'approvisionnement en biomasse. On dit en général que 1000 tonnes de biomasse, c'est à peu près un emploi de créé. 1000 tonnes par an de biomasse, c'est un emploi de créé. Donc on va avoir des emplois induits aussi sur ce projet. On a d'autres projets évidemment en développement. On va vous montrer ce qu'on a déjà fait. Donc ça, c'est de la production d'électricité dans le cadre d'un projet de développement européen pour faire de l'électricité en République démocratique du Congo, dans un site isolé. On a à la fois la préparation de matière, la cogénération, le stockage batterie, microgrid. Enfin, c'est vraiment un projet un peu global qu'on a fait là-bas. On a également d'autres projets qui sont en cours de développement. On en parlait pour l'industrie de la terre cuite en particulier, qui sont des gros consommateurs de gaz naturel. Voilà. Et donc, si vous voulez échanger, on est au stand G10. Pierre, qui est notre responsable commercial, vous y attend. J'y serai aussi. Et il y a toute une partie de l'équipe qui est là dans les tribunes qui sera là aussi. Et on est à votre disposition pour répondre à toutes les questions qui pourraient venir. Merci beaucoup, Adrien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce projet, au projet au pluriel de Charwood Énergie? Si oui, levez la main, s'il vous plaît. Un micro, s'il vous plaît.
Bonjour. Bonjour. Yosra Habib, Société IDEX. Je voulais juste poser une question par rapport au type de biomasse que vous utilisez, parce que c'était pas marqué. Oui, c'est du bois, bois A, tout ce qu'il y a de plus classique, donc soit de la plaquette forestière, soit du bois ASSD, donc sorti du statut de déchets, donc des bois d'emballage, du bois A. On est parti sur un modèle où on utilise des bois propres. On peut tout à fait imaginer utiliser également des bois B s'ils sont préparés correctement et qu'on a les autorisations réglementaires. Et donc c'est pour ça aussi qu'on est parti sur du bois propre pour démarrer et potentiellement demain on pourra basculer sur du bois B. Donc le projet avec le verrier, c'était plus du bois A. Oui, des c'est ça. plaquettes forestières. Oui. C'est quoi l'état d'avancement du projet du coup pour le moment? C'est des informations qui vont être communiquées prochainement. On est bien avancé. D'accord, ok. Voilà. Bon, c'était tout, merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci beaucoup, Adrien. Merci. Et je passe la parole avec notre troisième intervenant, donc Yannick, pour SG Énergie, qui va également nous évoquer quelques solutions de décarbonation avec des projets de pyrogazéification. Merci Chourouk. Bonjour tout le monde. Yannick Ferrière, Société SG Énergie. En quelques mots, tout d'abord une présentation de la société. Donc, nous sommes un bureau d'études, société d'ingénierie spécialisée dans les procédés de production incomplète, gazification, pyrolyse, thermolyse, ces sujets-là. Nous faisons un petit peu de développement de projet, mais beaucoup d'assistance technique, assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, audit, conseil, due diligence. On travaille à la fois sur, si je prends les produits entrants, des biomasses, des bois déchets, des refus de tri de type CSR, refus de broyage automobile, pneus usagés, déchets hospitaliers. On a une vision assez large des intrants potentiels. Et en aval, on va travailler aussi sur à la fois les flux gazeux, les flux solides et les flux liquides. Alors, on ne développe pas de technologie. Par contre, on connaît bien les différentes technologies disponibles sur le marché. Nous sommes basés à côté de Bordeaux. Je vais vous présenter deux cas concrets sur lesquels nous travaillons. Le premier concerne l'industrie automobile. Alors, au niveau des autorisations, c'est des sujets, des projets qui ont une certaine sensibilité pour certains. Donc, en privé, on pourra en discuter un peu plus si vous voulez plus d'éléments, mais je ne peux pas citer les noms proprement dit des différents acteurs. Donc, un premier projet qui se situe dans la région nord-est de la France. Nous sommes dans l'industrie automobile et cela concerne une fonderie d'aluminium. Donc, l'idée sur ce projet-là, c'est de décarboner, de remplacer du gaz naturel à hauteur de une consommation de 46 gigawattheures annuels par du syngaz issu de ressources biogéniques. Donc nous avons été sollicités par une collectivité pour travailler sur ce projet-là avec l'industriel et au final on a configuré le projet, identifié la technologie, les gisements de matières premières. Donc on est sur la biomasse pour avoir du biogénique. Pour aller un peu plus dans le détail, on a un mix entre de la biomasse vierge, donc des PFA, du bois de fin de vie A et B. Donc tout cela pour fournir environ 40 gigawattheures de gaz, de syngaz et un petit peu de chaleur, environ 6 mégawattheures. Donc l'enjeu, c'est la décarbonation de cet industriel, de ce client. On substitue un gaz naturel par un syngaz produit à partir d'une technologie de gazification à l'IFIX. On gazifie à l'air, on n'enrichit pas. Donc on se retrouve avec un gaz qui a certaines caractéristiques, notamment en termes de pouvoir combustible. Les critères en fait, de faisabilité du projet qui sont intéressants à souligner, c'est que pour nous, cette application de syngage en usage direct, c'est une application de niche. C'est-à-dire qu'on a très peu, finalement, enfin nous on a observé assez peu de cas compatibles avec ce type de procédé dans l'industrie. Pourquoi? Tout d'abord, on
voit que les applications qui ont besoin d'une flamme sont concernées. On a du mal à trouver forcément des alternatives à ces procédés-là, notamment par électrification par exemple. Ensuite, il y a beaucoup d'applications que l'on a identifiées aussi qui s'avèrent assez rapidement balayées d'un revers de main parce qu'on a trop de ruptures de charge dans les procédés. Produire du gaz de synthèse, ce n'est pas un robinet qu'on ouvre et qu'on ferme, comme la vanne de gaz naturel. Donc on a besoin d'avoir une consommation qui soit stable, avec des variabilités acceptables et continue le plus possible. Donc ça laisse que peu finalement d'applications. Mais quand on est dans cette configuration-là, alors ça peut être une solution intéressante. Ensuite, je reviendrai tout à la fin, il y a 2-3 slides. Hein. Il y a un peu de matière sur chacune, mais ça ne sera pas très long. On est sur un gaz de synthèse, gasification à l'air, c'est un gaz pauvre, avec un PCI significativement plus faible que le gaz naturel. Donc on ne va pas forcément pouvoir aller chercher des températures très très hautes. Donc ça se limite à certaines applications, à part si on va faire, peut-être comme Charwood, enrichir le gaz, et effectivement on pourra aller cibler d'autres domaines. Un autre enjeu a été, on modifie un four de fonderie, on va brûler le gaz, ça ne sera pas le même gaz, donc pas les mêmes brûleurs. Est-ce qu'on bascule à 100% sous le nouveau gaz ou est-ce qu'on va se garder une sécurité, surtout sur des procédés, des chaînes industrielles qui fonctionnent en 3/8 toute l'année? On a besoin d'un backup. Donc le travail sur le changement de brûleur est important et clé. Il n'y a pas beaucoup de solutions non plus sur le marché présentes pour le sujet brûleur. Donc ça, c'est encore un sujet important dans les critères de faisabilité d'un tel projet. Et ensuite, parlant de la taille du projet, alors je pense surtout à la partie apromatière, mais effectivement, un projet à la taille d'un territoire, on pourra aller chercher des gisements locaux de matière. Pour plein de raisons, c'est quand même plus simple et ça amène quand même à avoir un peu plus d'adhésion dans les différents acteurs et partenaires du projet potentiel. On en est aujourd'hui sur ce projet. Alors, on a comme Veralia soumis ce projet à la APD Carband, instruction en cours. Et le projet est en avant-projet détaillé. Voilà, projet en cours. Je voulais passer sur un second projet. Alors, on est toujours sur une fonderie, pas d'aluminium mais de plomb. On n'est plus dans le nord-est de la France, on est dans le nord-ouest. On est dans le recyclage des batteries. On n'est plus avec de la biomasse ou du bois déchet, on est avec un refus de tri, un CSR, plus exactement un refus de broyage automobile, un fluff, environ 8000 tonnes par an. Le premier projet, je ne l'ai pas mentionné, c'était écrit, c'est de l'ordre de 17 000 tonnes, à peu près de matières premières. Le premier projet était sur 4 fours, ici on est sur 2 fours, 2 fois 28 gigawattheures. Et l'idée, c'est de produire à partir d'une technologie différente qui va pouvoir traiter ce type de matière intrante. Hein. Encore une fois, toutes les technologies ne peuvent pas tout faire. Nous, notre rôle, c'est aussi d'identifier les technologies qui peuvent adresser certaines problématiques, dont la nature des déchets. Il se trouve que la matière première est issue de l'activité du client. Donc lui, il a une opportunité à la fois de recycler de la matière première issue de son activité et de remplacer, non pas le gaz naturel, mais un propane, parce qu'il n'a pas accès au réseau de gaz, donc ça coûte un peu plus cher, l'opportunité de décarboner une partie. Alors là, on est beaucoup moins en pourcentage sur la quantité de gaz consommé, mais on reste que vraiment dans un cas de projet assez innovant, intéressant et probablement unique. On est à un stade beaucoup moins avancé, on a un stade de faisabilité pour le moment. Ici, on ne va pas utiliser une technologie de gasification LiFix, on va utiliser une pyrolyse haute température, donc pas d'air, pas d'oxygène dans la réaction, surtout pour des enjeux techniques. Le plastique, l'hétérogénéité de la matière entrante font que ça amène pas mal de complexité dans la réaction de gasification.
Donc on veut s'affranchir de certains paramètres, certaines problématiques, et voilà, une technologie qui paraît convenir à ce type de produit, qui a déjà testé ce type d'application et qui donne satisfaction. Si je reviens aux critères de faisabilité, on a à peu près les mêmes cas, les mêmes hypothèses que sur le premier cas. Je rajouterais que dans ce cas-là, on a plus de rupture de charge. On a de la rupture de charge, on a un four qui consomme du gaz les 3/4 du temps. Sur un cycle de 6 heures, pendant 4h30, on fonctionne, ensuite on a un arrêt. Ce que l'on envisage, comme il y a 2 fours, c'est de fournir probablement un tiers seulement de la quantité d'énergie nécessaire pour les 2 fours, ce qui devrait permettre, si on asynchronise les deux fours, de pouvoir fonctionner en continu et multiplexer sur un four, sur un autre, et du coup en amont, garder une charge constante. Voilà, je termine juste sur une jolie courbe qui représente la température de flamme d'une combustion avec du gaz naturel en rouge et du syngas, alors issu d'une gazification à l'air. Vous avez des compositions de gaz, je ne sais pas si on voit de là sur les tableaux, mais syngas classique, gazification à l'air, 20% d'hydrogène, 29% de CO, 41% d'azote. Voilà, donc des gaz peu calorifiques, vous avez le PCI en bas. Donc vous voyez un petit peu la différence point par point. Alors c'est par rapport au taux d'oxygène dans la combustion derrière. Mais on voit qu'on n'atteint pas forcément les mêmes températures de flamme avec du syngas qu'avec du gaz naturel. Donc ce type d'application ne fonctionne pas forcément avec toutes les applications qui consomment du gaz naturel. Voilà, on peut néanmoins faire pas mal de choses à partir du moment où un certain nombre de critères sont validés. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Annick en tout cas pour cette présentation, aussi pour cette présentation très pédagogique en tout cas sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut promouvoir et ce qu'on peut trouver comme solution. Est-ce que vous avez des questions également sur cette partie? Si oui, le micro s'il vous plaît. Oui, bonjour. Petite question concernant la pyrolyse, donc le dernier projet sur la fonderie de plomb. Vous dites que vous faisiez pyrolyse, il y avait du plastique dans le truc. Est-ce que vous introduisiez de l'oxygène après la pyrolyse ou vous y allez directement avec les gaz de pyrolyse pour faire dans le four? Ni l'un ni l'autre. OK. La pyrolyse est faite par électricité. C'est une technologie spéciale. On ne va pas prendre d'énergie du déchet ou de la matière première finalement. On va venir chauffer avec une énergie extérieure. Voilà, et qui dans ce cas de figure est fait par l'électricité. Donc vous réinjectiez directement le gaz de pyrolyse dans le four? Exactement. OK. OK, parfait.